Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré aux actualités du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Donc, je fais un petit rappel des bonnes pratiques. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions et nos intervenants vous répondront pendant la session de questions-réponses prévue à la fin. Et tous les webinaires seront disponibles sur notre site dès la semaine prochaine. Donc maintenant, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je cède la parole à nos intervenants. Alors, bonjour, Alain Perrier, je suis responsable de l'équipe qui assure la production des volets de contenu du cas d'interopérabilité. On va vous présenter avec Manuel Metz les évolutions, dans un premier temps, toutes les évolutions réalisées dans le cas d'interop depuis les dernières JNI du 12 novembre 2020 et dans une deuxième partie, les prochaines évolutions qui sont prévues et sur lesquelles on travaille déjà. Alors, les évolutions réalisées depuis le 12 novembre 2020. D'abord, on va vous présenter les évolutions de la couche métier. Donc, ce sont les volets de contenu qui définissent les modèles de documents médicaux. Et Manuel, je passerai la main à Manuel Metz qui vous présentera les évolutions sur les couches services et transport. Donc, depuis la dernière JNI, on a travaillé sur tous les sujets qui sont présentés là à l'écran. Et le tout premier, c'est les constantes ENS qui là sont en Fire. C'est la première fois pour la partie métier que l'on travaillait sur des spécifications Fire, et ce sont des spécifications qu'on a remis à la CNAM et qui visent à mettre en place le service constante de l'ENS. Elles ne sont pas encore publiées dans le cas d'interop parce que elles sont en cours de stabilisation aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'échanges en ce moment avec la CNAM pour travailler sur ce sujet. Et dès que tout ça sera stabilisé, on pourra les publier dans le cas d'interop. Alors, le planning, il est prévu pour qu'on publie ça dans le cadre d'interop en janvier 2022, mais on va se coordonner avec la CNAM qui elle-même doit publier des guides d'implémentation pour les éditeurs sur ce sujet. Hop, ok. On a travaillé sur un sujet, sur le volet DLU. On a eu des demandes d'évolution qui ont été implémentées rapidement, puisque là, il s'agissait simplement d'une petite évolution. Ça a été publié en début d'année, le 19 février. On a également travaillé sur le volet set de données minimum maladies rares, le SDMMR. Là, pareil, c'était pas un nouveau volet, c'était une nouvelle version d'un volet existant, avec quelques petites évolutions très mineures, et ça a été publié le 8 mars 2021. Ensuite, on a travaillé sur le volet anesthésie-réanimation qui contient les spécifications de deux modèles de documents, le compte-rendu pré-anesthésique, c'est le CRCPA, le compte-rendu de consultation pré-anesthésique et le compte-rendu d'anesthésie lui-même. Donc, ces deux volets, on les a élaborés avec des experts pour la partie fonctionnelle et l'ANS a développé les spécifications techniques. Donc, ce volet a été publié d'abord en concertation et la version définitive a été publiée le 21 juin. On a publié également une nouvelle version du compte-rendu de biologie. Là, il y a quelques évolutions relativement, enfin pas majeures, mais c'est là on a intégré des nouvelles sections pour permettre d'intégrer dans le compte rendu des commentaires en début ou en fin de compte rendu ou dans des commentaires qui concernaient des analyses. Cette version a été publiée le 28 juin également, en juin.
Ensuite, on a travaillé sur une petite évolution du volet CSE qui contient 3 modèles de documents. Le CSE, c'est les certificats de santé de l'enfant. Il y a 3 documents, le CS8, le CS8, CS9 et CS24. Donc, c'est à 8 jours, à 9 mois, à 24 mois. Donc, ça a été publié le 2 juillet. Tout récemment, on a publié une version corrective en concertation. Elle est en concertation en ce moment, du volet PPS par RPA. C'est une petite évolution, pas importante, mais qu'il était nécessaire de faire. On a publié un nouveau volet pour le cancer, c'est le compte-rendu de génétique moléculaire. Donc ça, c'est un nouveau volet. Ça faisait un moment qu'on y travaillait avec l'INCa, mais il y avait toujours des questions fonctionnelles en suspens et de terminaux qu'on a pu boucler là au cours de l'été. Et on a publié du coup ce nouveau volet le 30 août de cette année. On a également en même temps, toujours avec l'INCa, travaillé sur une évolution du volet fiche RCP et un nouveau volet qui est le PPS en cancérologie. Donc, ces 2 volets ont été mis en concertation. La concertation est maintenant terminée. Il y a des questions, il y a eu pas mal de questions sur ces 2 volets qui étaient plus organisationnels, fonctionnels et qui nécessitent des retours de l'INCa. L'INCa est en train de préparer les réponses et dès qu'on aura reçu les réponses de l'INCa, on publiera le résultat de la concertation, c'est-à-dire toutes les réponses à toutes les questions qui ont été posées et on préparera la version définitive de ces 2 volets. Donc ça devrait arriver là au cours du 4e trimestre, la publication définitive, puisque la concertation est terminée. On a fait une petite évolution corrective aussi sur le volet télémédecine. C'est une correction mineure. C'était d'ailleurs des erreurs plutôt dans la spec, sachant que il y a a priori pas d'impact pour les éditeurs, puisque ça avait été contrôlé lors des projectatons l'année dernière, que tout s'était bien passé. Donc, c'était juste une mise à jour une correction de la spécification. On a publié une nouvelle version du volet vaccination. Là, c'était une assez grosse évolution parce que dans ce nouveau volet vaccination, on a maintenant 2 modèles de documents médicaux. On a le modèle VacNote, qui est justement le document qui va être produit par les logiciels des médecins qui font les vaccinations, des professionnels de santé qui font la vaccination. Et ces notes de vaccination sont envoyées dans le DMP et le DMP, lui, consolide toutes ces notes de vaccination pour publier dans le DMP du patient un historique de vaccination et cet historique de vaccination est aussi défini dans ce volet vaccination. Donc, on trouve 2 documents, la note, ce sont les documents produits par les LPS, et l'historique qui est le document produit par le DMP. On a publié en concertation, là, la concertation est en cours, un volet sur l'ophtalmo pour le bilan de réfraction. Là, la concertation est assez longue, c'est un nouveau document assez complexe, donc il est publié en concertation pendant 3 mois et à l'issue de la concertation, on préparera la version définitive du volet. Enfin, on a publié une correction sur le volet obstétrique. Alors, le volet obstétrique, il contient 5 modèles de documents et il y en a qu'un qui est touché, c'est le salle naissance enfant, donc le SNE. C'était un vieux volet avant, enfin un vieux de quelques années, qui s'appuie sur les standards IHE, comme tous les autres volets. Mais IHE a fait des évolutions
qu'on a dû intégrer dans le document SNE. Voilà, ce sont tous les documents qu'on a publiés, soit en concertation, soit en version définitive en 2021. En fait, depuis novembre 2020. C'est moi qui passe sur le slide suivant. Donc là, vous avez le détail de tout ce que je vous ai présenté, sachant que là, ce que j'ai ajouté quand même dans ce tableau, c'est que tous ces documents que l'on publie, tous ces volets qui contiennent les modèles des documents médicaux, s'appuient sur un volet de référence qui s'appelle le volet modèle de contenu CDA, qui contient la description de toutes les sections et de toutes les entrées qu'on utilise dans tous ces documents médicaux. Voilà. Donc là, en plus, vous avez les numéros des versions, etc. Ça, c'est la suite. C'est toujours exactement la même chose que ce que je vous ai présenté dans le planning. Je passe la main maintenant à Manuel Metz pour la couche service. Voilà. Sur les volets que l'on a publiés pour la couche service, il y a eu le volet accès à une base de connaissances externes, qui est la généralisation de ce qu'on avait fait sur l'accès aux recommandations vaccinales. Donc, pour accéder à une base de connaissances externes, la concertation s'est terminée à l'été et les résultats de concertation nous ont amené à encore considérer un périmètre plus large pour ce volet, qui est vraiment d'interaction avec tout ce qui est système d'aide à la décision. Donc, on est en train d'étudier l'opportunité d'étendre encore ce volet, et notamment à la faveur de certains POC ou expérimentations que l'on pourrait faire avec des institutions qui auraient des systèmes d'aide à la décision sur lesquels on pourrait tester ce genre d'interaction. Le volet accès à recommandation vaccinale qui existe actuellement sera revu à la faveur de ce nouveau volet quand on aura stabilisé le périmètre. Le volet traçabilité d'événements est un volet générique également. C'est comme avec l'accès aux recommandations vaccinales, c'est un volet générique pour pouvoir faire la traçabilité des DMI. Donc, c'est vraiment juste l'infrastructure en termes de flux permettant de faire de la traçabilité d'événements, qui a été publié à T3 il y a, en fin d'été, début d'automne. Et la traçabilité des dispositifs médicaux implantables est en concertation actuellement, donc qui va de l'arrivée dans la structure, en règle générale l'hôpital, dans la DUI de l'hôpital, et jusqu'à l'implantation dans le patient. Le volet cercle de soins, qui est la gestion de l'environnement du patient, que ce soit les professionnels, l'environnement professionnel avec le médecin généraliste, la pharmacie de premier recours ou ce genre de choses, et l'environnement des dents, donc les dents, la tutelle ou la curatelle ou ce genre de choses, qui est un volet en FHIR, comme la traçabilité d'événements et l'accès aux bases de recommandations, aux bases de connaissances externes, vient d'être publié en début de semaine en version finale, intégrant les commentaires de concertation. Et nous avons encore en concertation le volet partage de documents de santé en mobilité V2, donc qui se base aussi sur un profil FHIR d'IHE qui s'appelle MHD. La V2 parce que, à l'instar de ce qu'indiquait Alain, le profil IHE international a évolué. Notamment, il y a des évolutions de fond sur les ressources utilisées. Et donc, on s'est aligné sur le volet qui a évolué. Et enfin, dans le cadre du Ségur, on a été amené à faire un volet permettant de transporter un document CDA en HL7V2, que ce soit par des messages MDM, ORU ou OUL, afin de transporter d'un service métier, d'un module métier, à, par exemple, une plateforme d'intermédiation qui pourrait réaliser la DMP compatibilité. Donc, ceci ayant été publié au milieu de cette année en cours. Les petites flèches qui sont assurées sont des flèches pour le médico-social qui ne sont pas encore dans le cadre d'interopérabilité, mais qui sont des spécifications
que l'on fait sur les mêmes normes. On utilise aussi soit du FHIR, soit du XDS et du CDA, selon les cas d'usage, et qui vont être référencés par le Ségur et que l'on reprendra dans le cadre d'Interop ultérieurement quand on pourra faire un volet générique et pas seulement sur des échanges très spécifiques entre deux SI bien identifiés. Les cas d'usage qui sont traités sont la demande de prise en charge par une maison départementale des personnes handicapées, la décision de la personne de la maison pour l'envoi au téléservice national. Donc ça, c'est le premier flux, téléservices nationaux et SI-MDPH. Le transfert de dossier de l'usager entre une maison départementale à une autre, dans le cadre d'un déménagement de personnes handicapées, par exemple, qui est une première instance d'un besoin qui nous a été remonté après qu'on ait lancé l'étude, et on verra ça dans les travaux à venir. Et enfin, la standardisation des flux entre les maisons départementales et les SI d'orientation, et le pendant entre le SI d'orientation et les établissements et services médico-sociaux. Donc tout ça étant prévu pour la fin d'année, mais c'est déjà bien avancé. Là, comme pour les volets de contenu, là, vous avez un peu le détail et les dates qui ont été tenues. On ne va pas aller plus dans le détail à ce niveau-là. Et je repasse la main à Alain pour les prochaines évolutions. Avec le micro, Alain. Pardon, oui, j'avais coupé mon micro. Donc, on travaille déjà sur un certain nombre de sujets, avec pour objectif de publier les volets de ces différents documents en juin 2022. Ces 4 premiers sujets, ce sont des documents, des modèles de documents qui font partie de la vague 2 du Ségur. Le tout premier, c'est sur une nouvelle version du VSM qui doit s'aligner sur l'International Patient Summary. Et alors, on se pose encore la question, Patient Summary européen, International Patient Summary, les deux sont hyper proches, sachant que le Patient Summary européen doit converger à terme vers l'International Patient Summary. On a une réunion la semaine prochaine en interne pour justement évaluer les différences qu'il y a entre les deux, et puis surtout entre les sections et les entrées qu'on utilise dans le VSM français avec l'international. À titre d'exemple, les questions qu'on se pose, c'est en France, on utilise telle terminologie, en Europe, on utilise telle terminologie, c'est pas la même. Comment on passe de l'un à l'autre lorsque l'on va exposer le patient summary d'un patient français à un médecin étranger? Donc, l'idée là, c'est de d'abord bien évaluer l'ensemble des évolutions qu'il y a à faire et de publier un volet en juin 2022. On travaille également là avec la CNAM sur la e-prescription de médicaments et de dispositifs médicaux. Un petit point rapide sur la solution. Il y a, vous savez peut-être d'ailleurs ou pas, que les logiciels produisent les e-prescriptions de médicaments et dispositifs médicaux dans un format qui permet d'alimenter la base nationale des prescriptions de la CNAM. L'idée de ce volet qui est affiché là dans le tableau, c'est de produire le pendant au format CDA pour alimenter le DMP. Ce volet, et comme tous les autres volets sur lesquels on travaille dans le cas d'Interop, il s'appuie sur les standards IHE internationaux, et qui est d'ailleurs le standard utilisé par le CDA, qui est le standard utilisé pour le DMP.
Donc là-dessus, on est plutôt bien avancé. On avait déjà fait la partie médicaments il y a quelque temps. L'idée là, c'est d'ajouter les dispositifs médicaux et de publier le volet en juin 2022. Il reste quand même une grosse action à faire de notre côté toujours, c'est d'évaluer les différences et de faire un alignement avec les spécifications européennes de l'e-prescription. On travaille également sur l'imagerie. Alors là, on a deux modèles de documents à produire. D'abord, la demande d'acte d'imagerie et ensuite le compte-rendu d'imagerie. Alors, on en est au niveau de l'élaboration du modèle métier avec les experts radiologues. On a déjà fait le modèle métier pour le compte-rendu et là, on va attaquer demain notre premier GT avec les experts radiologues pour travailler sur le contenu de la demande d'imagerie. Le contenu, c'est-à-dire le modèle métier. Une fois que les modèles métiers sont élaborés, l'ANS peut élaborer les spécifications fonctionnelles et techniques précises et qui représentent en fait le volet qu'on va publier pareil en juin 2022. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels l'ANS a été sollicité, mais compte tenu de la charge jusqu'en juin 2022, on n'a pas défini aujourd'hui de planning pour une livraison au premier semestre 2022. Donc, bon, première exception quand même, c'est en cancérologie pour la D2LM, c'était une évolution qu'on a reçue, une demande d'évolution qu'on a reçue en août 2021, mais on a réussi, comme c'était pas une très grosse évolution, on a réussi à la faire et on voulait la faire passer avant que les gros travaux sur les 4 sujets que je vous ai montrés sur le slide précédent démarrent. On a réussi à la passer et on a publié le volet en concertation dont la concertation va se terminer à la fin de ce mois-ci. L'idée, c'est de le publier dans la foulée et comme ça, on peut se consacrer pleinement au VSM, la e-prescription et l'imagerie. Les autres sujets sur lesquels on est sollicité, mais sur lesquels on n'a pas encore de planning arrêté, c'est le DLU domicile, qui est un pendant du DLU EHPAD qui existe aujourd'hui. Donc là, bon, on n'a pas encore le modèle métier en main, mais ça ne devrait pas être très compliqué à faire. On a aussi les prescriptions d'actes de biologie et tous les autres actes d'ailleurs, qui seraient le pendant de la e-prescription unifiée des autres actes, qui permettrait d'alimenter le DMP. On a aussi reçu une demande pour l'alimentation du DMP avec 2 formulaires CERFA pour les MDPH. Donc là, pareil, on n'a pas commencé à regarder, on ne connaît pas encore définitivement le planning, mais il faut savoir que en fait ces sujets-là, ce sont ceux qui arriveront juste après, quoi. Les 4 premiers qui sont obligatoires et prévus dans le Ségur. On a également reçu une demande d'évolution du compte-rendu de biologie pour intégrer des besoins liés au programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus. On a reçu la demande de l'INCa. On n'a pas encore évalué avec les experts qui travaillent avec nous d'habitude sur le CRBio. Donc, on ne sait pas quelle est l'ampleur de cette évolution. Ça ne veut pas dire que ce sera hyper compliqué, mais tout ça, ce sera à travailler après juin 2022. Sur les comptes rendus d'ANAPAT, c'est les CRACP là que vous voyez. Il existait un ancien volet de 2012 ou 2013, je ne sais plus, qui était censé permettre de faire des comptes rendus d'ANAPAT de tous les organes, mais en fait, finalement, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Donc, il y a un gros sujet qui a été lancé avec le CNPAT pour travailler sur 8 modèles
donc qui serait spécifique par organe. On a déjà commencé un petit peu sur le côlon rectum et le mélanome en fin d'année 2020 et début d'année 2021. Seulement, pour pouvoir continuer à travailler sur les spécifications détaillées, on a besoin d'avoir une validation du CNPAT et on ne l'a toujours pas reçu parce qu'il y a un processus de validation qui est assez complexe de la part des experts métiers. Et donc, on pourra reprendre uniquement quand on aura reçu la validation de chacun des modèles et ensuite quand on aura fini de travailler sur les 4 documents du Ségur. Et puis, on a un autre sujet sur l'aide à domicile des personnes âgées et handicapées. Donc, voilà, pareil, celui-là, on n'a pas du tout commencé à regarder, ou très peu. Et donc voilà, ça c'est ce sont les sujets que l'on attaquera après juin 2022. Voilà. Alors il y en a d'autres, mais là on a un peu moins de visibilité. C'est le carnet de vaccination européen. On sait qu'au niveau européen il y a un projet qui existe, qui a démarré. Par contre, il n'y a pas de spec aujourd'hui validé. Il s'agira à ce moment-là d'évaluer les différences avec ce que nous, on a mis en place avec la CNAM, avec notre volet vaccination. Il faudra également travailler sur la e-dispensation de médicaments. Pareil, parce qu'il existe aujourd'hui au niveau européen un format de e-dispensation de médicaments. Il faudra que là, pareil, on retravaille le sujet de la feuille de route avec la CNAM pour savoir comment ça pourrait s'implémenter en France. Il y a une demande aussi sur le PPS, donc le plan personnalisé coordination des soins. Là, on n'a pas de modèle métier aujourd'hui bien élaboré. Donc, la première des choses, ce sera de finaliser le modèle métier avant de pouvoir après lancer les travaux sur l'élaboration des volets. Il y avait des anciennes demandes qui avaient été présentées au comité de priorisation du CAN-Interop, mais qui ont été reportées pour diverses raisons, qui ne sont pas toujours les mêmes raisons. Le carnet de santé de l'enfant, là, c'est parce que la raison, c'était, je les connais pas toutes, mais sur celle-là, au moins, c'est que, en fait, le cadrage n'avait pas abouti. Il y avait aussi un autre sujet sur les traitements médicamenteux d'un patient. Donc ça, c'est un très gros projet également qui a été reporté. Et enfin, l'alimentation d'un entrepôt de données de santé publique. Là, pareil, il y a tout un cadrage à faire au préalable avant de lancer quoi que ce soit. Et ça a été reporté également. Avant de passer la main à Manuel pour la partie services et transports, moi, je voulais vous parler d'une chose importante, ce sont les outils de vérification de la conformité des documents produits. Nous, on publie des spécifications, ce qu'on appelle les volets de contenu, qui définissent les modèles des documents médicaux, mais on publie en même temps des outils qui permettent aux éditeurs de vérifier la conformité des documents qu'ils produisent, conformité aux spécifications qu'on a publiées dans les volets. Il y a deux types il y a deux outils aujourd'hui qui existent. Il y a le plus ancien qui est publié aussi dans l'espace de publication du CAN-Interop, c'est Test Contenu CDA. Donc, c'est un outil qu'on a développé nous-mêmes qui contient les schématrons qui permettent de valider le format et le contenu des modèles, des documents CDA qui sont produits. Cet outil, vous pouvez le télécharger et à l'intérieur, lorsque vous voulez contrôler un document, vous mettez votre document dans la racine de cet outil et puis vous avez un exécutable qui vous permet très simplement de vérifier si votre document est conforme.
Il y a plusieurs niveaux de vérification qui sont faits. Il y a d'abord la conformité du format CDA, puis après la conformité aux spécifications internationales, puis la conformité aux spécifications du cas d'interop, avec conformité de l'entête, conformité du corps du document, donc la partie données médicales. Cet outil est très simple, très facile à utiliser et ça vous permet à vous d'améliorer les documents que vous produisez dans vos phases de développement. Ensuite, vous avez un autre outil qui est, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est en ligne, 24 heures sur 24, qui fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'il utilise des schémas troncs qui sont produits automatiquement à partir de l'outil Ardécor qu'on utilise aujourd'hui pour faire les spécifications techniques des modèles de documents. Donc là, les contrôles sont beaucoup plus nombreux, ils sont générés automatiquement à partir de la description. Donc là, c'est beaucoup plus, complet. C'est cet outil qu'on utilise lors des projectatons. Et il est accessible 24 heures sur 24. Ceci dit, le premier aussi, à partir du moment où vous l'avez chargé, il est accessible quand vous le souhaitez. Et les deux sont complémentaires parce que il y a des choses qu'on peut vérifier avec l'un et qu'on peut pas vérifier avec l'autre, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser les deux. C'est bien, comme ça vous assurez à la fin de vos développements que tout est bon. Alors ces outils sont super. Par contre, par rapport aux exigences du standard, ils ne permettent pas de tout vérifier. Je vous donne un exemple. Il y a une exigence CDA qui dit que dans les éléments texte des sections, vous devez retrouver les mêmes informations que celles qui sont décrites et détaillées dans la partie structurée, dans les entrées. Ça, il n'y a aucun outil qui permet de faire cette vérification. Nous, lors des projectatons, par exemple, cette vérification, on l'a fait à la main. Donc, c'est une exigence, elle n'est pas forcément hyper connue et pour autant, c'est la plus importante parce que ce sont ces éléments texte qui sont affichés lorsque un professionnel de santé consulte le document. Et ça, il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui va permettre de vérifier cette cohérence entre la partie textuelle et les parties structurées des documents. Donc, je voulais vous rappeler ça aujourd'hui. Ça me paraissait important. Je passe la main maintenant à Manuel qui va vous parler des prochaines évolutions sur les couches services et transports. Alors, les prochaines évolutions sur les couches services et transports sont très liées à la vague 2 du Ségur. La première est une fonctionnalité identifiée, mais qui n'est pas encore tout à fait cadrée avec mon espace santé. C'est plus l'ENS, désolé. C'est la gestion mutualisée des consentements et des habilitations, et donc avoir la possibilité d'avoir un séquestre des consentements et habilitations à un niveau national et avoir des systèmes périphériques qui vont interroger ce séquestre. Et on verra justement dans le cadre de l'imagerie, par exemple, un PACS qui verrait une demande arriver pourrait aller demander est-ce que le responsable de cette demande, le professionnel qui demande l'accès aux images, a bien été habilité et le patient a bien consenti à ce que cette image soit partagée. C'est en cours de définition, ça sera probablement pas sur la première version de mon espace santé et donc c'est pour ça que le planning est en cours de définition aussi. Deuxième élément qui est impacté par la vague 2 du Ségur et notamment en l'occurrence la task force radiologie. Il s'agit de l'accès aux images stockées dans les PACS. Donc, le principe étant que le PACS va aller donner au DMP un pointeur. Le DMP n'est pas spécialisé dans l'archivage des images. Donc, il donne un pointeur qui peut être retrouvé comme un autre document dans le DMP. Et ce pointeur, une fois récupéré du DMP, va permettre de demander au PACS l'accès à l'image.
Ça nécessite un workflow un peu plus complexe que ce qui existe actuellement. Et il y a une étude d'urbanisation qui est lancée, qui va être lancée dans les prochains jours sur ce sujet-là. Pour compléter les volets qu'a identifié Alain sur le compte-rendu et la demande, et donc la possibilité de structurer ce pointeur, de regarder comment est-ce qu'on peut donner accès à ces images dans le PACS. C'est probablement pas le PACS directement qui va être ouvert sur internet, mais un système intermédiaire. Et là-dessus, outre l'étude d'urbanisation, il y aura aussi une décision à prendre sur le standard à utiliser. XDSI, donc avec un manifeste COS pour coder le pointeur, ce qui a priori est plutôt ce qui est pointé par l'ensemble de l'écosystème, ou du CDAR2 en suivant les spécifications du DICOM part 20 qui permet de mettre des pointeurs aussi dans du CDA. Et donc il y aura une décision à prendre sur ce sujet-là qui sera prise dans le cadre de l'étude d'urbanisation. La livraison prévue étant en mi-d'année prochaine pour la vague 2 du Ségur, justement. Le autre besoin qui vient là du couloir médecine de ville, c'est le transfert de dossiers entre 2 systèmes d'information. Le cas d'usage qui est présenté, classiquement, c'est un médecin qui part à la retraite et qui aimerait pouvoir transférer ses dossiers, tout ce qu'il a comme fond de dossier sur ses patients, au médecin qui prend la relève. Ça pourrait être aussi dans le cas d'un déménagement de patients, comme il y a déménagement de personnes handicapées, comme on a vu pour les SIMDPH. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une extension du besoin qu'on a eu sur le SIMDPH. Et donc, on est en train de regarder sur la possibilité d'avoir une spécification standard qui va a priori partir sur des documents CDR2, ceux qui sont déjà stockés dans le logiciel, qu'il soit du niveau 1 ou du niveau 3, et la constitution d'un document CDR2 niveau 3 spécifique, embarquant les données qui sont en base, mais qui ne sont pas stockées sous forme de documents. Le démarrage est à définir, mais c'est dans ce mois-ci, et livraison prévue également en juin 2022. Enfin, ça, ce n'est pas un travail d'interopérabilité à mener, mais c'est un travail de contractualisation et de conventionnement à mener. Il a bien été identifié que la spécification PAM d'Interop Santé devait intégrer le cadre d'interopérabilité, et on est en train de terminer une première proposition de convention entre les 2 institutions pour pouvoir encadrer cette publication, et donc avoir ce PAM qui serait dans le cadre d'interopérabilité, qui peut être rendu opposable par la réglementation. 2 sujets qui ont été annulés, 2 besoins qui ont été annulés. Un besoin qui était connexe au cercle de soins, qui était globalement la possibilité de trouver si un patient était dans un cercle de soins particulier lorsqu'il arrive, par exemple, au système d'urgence et qu'on ne connaît pas le patient et qu'on ne connaît pas son écosystème sanitaire. Initialement, on pensait faire un flux spécifique et donc un volet spécifique, et finalement, après analyse du besoin et du standard, les spécifications actuelles du cercle de soins permettent de couvrir ce besoin. Donc le besoin est annulé, il y aura un petit guide qui explique comment mettre en œuvre les flux qui sont déjà définis pour ce cas d'usage-là. Et enfin, il y avait un besoin d'intégration des tâches dans le volet gestion d'agenda, pas seulement des plages de disponibilité et des rendez-vous, mais aussi des tâches. C'était prévu dans le cadre de mon espace santé, et cette fonctionnalité n'a pas été retenue finalement, et donc le besoin a été annulé par l'assurance maladie.
Là, vous avez un petit récapitulatif des plannings qui correspondent à ce que l'on vient de vous présenter. 2 choses qui me restent à dire. Pour faire le pendant avec ce qu'a présenté Alain sur les outils de validation des CDA, nos spécifications pour le volet services et transports sont essentiellement en Fire. Et donc, elles sont publiées, tous les profils sont publiés sur Simplifier, qui est repris directement dans Gazelle pour faire des outils de validation également. Donc, même outil que pour les validations CDA. Et enfin, donc Alain a parlé des projectatons. On est en train d'organiser un projectaton pour mars 2023, du 14 au 17 mars 2023. 2022. 2022, oui, pardon. Excusez-moi, je suis déjà très très loin. Oui, c'est effectivement mars 2022. Il y en aura sûrement un en 2023 aussi. Voilà, mais là, pour l'instant, on travaille sur celui de 2022. On est en train de regarder les profils que l'on va proposer au test pour ce projectaton-là et qui correspondront aux profils qui sont dans l'actualité de la e-santé de toute façon. Voilà, je pense qu'on n'a plus qu'à prendre des questions. Il y en a déjà 2. Alors, pour les questions. Première question, concernant les évolutions des volets, devons-nous les faire évoluer en même temps que la sortie réalisée par l'ANS, VSM V2, etc. Alors, je vais répondre à cette question. En tout cas, je vais essayer d'y répondre parce que là, le sujet est vaste, en fait. Depuis maintenant un peu plus d'un an, depuis 2020, dans les nouvelles versions des volets que l'on publie pour les modèles de documents médicaux en CDA, on a intégré dans l'entête du document le numéro de version, ce qui permet aux consommateurs de ces documents d'identifier dans quelle version est le document qu'il est en train de regarder. Typiquement, vous allez avoir un VSM de 2015, lui, il n'aura pas forcément de numéro de version dedans parce qu'à l'époque, on n'avait pas prévu de le faire. Mais le VSM 2022 aura dans l'entête le numéro de la version du modèle 2022.01 par exemple. Et du coup, les consommateurs seront capables d'identifier de quelle version du modèle il s'agit. Alors, en quoi les différentes versions disponibles pourraient impacter soit les consommateurs. Pour ceux qui font que de l'affichage, il n'y a aucun problème parce que là, il n'y a pas d'impact sur la structure des données quand vous affichez le document, puisque vous affichez les éléments texte du document. Par contre, pour les systèmes qui exploitent les données des sections et des entrées, là, il est possible qu'il y ait des impacts si la structure de l'entrée a changé ou s'il y a des nouvelles entrées, etc. Là, il y a possiblement des impacts, mais du coup, il faut analyser ces impacts en fonction de la version. Parce qu'on peut publier une nouvelle version d'un modèle de document sans qu'il y ait d'impact sur la structure, simplement parce qu'on aurait changé une terminologie. On va publier une nouvelle version en disant « Tiens, on a changé la terminologie, on n'utilise plus la CIM 10 pour les pathologies, mais on utilise la CIM 11. » Là, la structure du document, elle ne changerait pas forcément, il n'y aurait que la terminologie qui changerait. Donc, en fait, c'est quand une nouvelle version est publiée, pour ceux qui exploitent les données structurées dans les entrées, ils doivent faire une analyse des évolutions par rapport à la version précédente. Mais pour ceux qui se contentent d'afficher les documents CDA et les parties textuelles des documents CDA, là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'impact. Alors, je reprends la question pour voir si j'ai répondu à tout. Oui, alors, est-ce que vous devez les faire évoluer
en même temps que la sortie réalisée par l'ANS. Là, c'est côté producteur. Si on se place du côté du producteur, non, il n'y a pas. De toute façon, nous, les documents, on les publie en concertation. Et à ce moment-là, il vaut mieux pas commencer à faire les développements. Il vaut mieux attendre que la version définitive et validée du volet soit publiée avant de faire les développements de la nouvelle version. Ensuite, c'est vous qui gérez, en tant que, enfin, ce sont les éditeurs qui gèrent leur planning de développement. Et bon, mis à part pour le Ségur où il y a une organisation particulière, une gouvernance particulière et des délais à tenir, etc. Normalement, quand on publie une version, il n'y a pas de date butoir pour implémenter les nouvelles versions des documents. Voilà. Après, ça dépend du besoin, du document, etc. Mais en général, l'idée, c'est que c'est l'éditeur qui maîtrise son planning de développement. Et l'idée, c'est que quand même, il passe assez vite, s'il n'y a pas de contraintes particulières, quand même, à la nouvelle version. J'espère avoir répondu là à la question. Mais si jamais vous aviez des questions complémentaires, on peut les prendre à la suite là, ou vous pouvez toujours nous écrire à ci-sis@isanté.gouv.fr. Il y a une deuxième question. Manuel, tu veux y répondre ou j'y réponds? Sur le transfert de dossier, oui, je vais Je ne répondre. sais pas si on n'a pas perdu Manuel ou je le vois Non. plus à l'écran. Ah bon? Je suis toujours là, vous m'entendez? Manuel, tu es là? Oui, oui. Bon. On t'entend. Bah, c'est Alain qui m'entend pas. Alors. Non, j'entends pas Manuel. Tu l'entends? Si Sarah m'entend, je vais continuer du coup. Alors, ou dites-moi dans le chat si vous m'entendez. moi je l'entends pas. Sarah? Oui, oui. Bon, Dans le je... chat, Très bien. Donc, Pardon? je vais répondre. Effectivement, pour le transfert des dossiers, le volet couvrira n'importe quel transfert et effectivement, voilà, à ce point. Et le logiciel. Donc, pardon. J'ai pas compris si je devais répondre à la question ou si je laissais Manuel répondre, Sarah. Je réponds. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai des messages en anglais qui apparaissent. C'est un peu compliqué. Excusez-moi. Donc, pour le transfert de dossiers entre deux SIS, ça s'applique quel que soit le transfert et effectivement, ça pourrait s'appliquer lors d'un changement entre deux logiciels. Après, c'est une fonctionnalité, c'est une spécification qui est donnée à l'écosystème et donc c'est une fonctionnalité que les logiciels vont pouvoir apporter. Est-ce que tu entends Manuel? Pour l'instant, ce n'est pas indiqué dans un couloir de mise en opposabilité. Donc, on m'a dit qu'on m'entendait et que ça allait. Bon, a priori, c'est bon. Sur la mutualisation des consentements, j'ai pris l'imagerie comme un exemple. Ça apporte évidemment sur toutes les informations qui sont mises à disposition. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour l'imagerie. C'est juste que le cas de l'imagerie est assez emblématique avec ces éléments qui sont stockés dans les PACS et qui ne seront jamais stockés dans le DMP. Et c'est ça qui a commencé à faire réfléchir à ce genre d'infrastructure et de nécessité de partager les consentements. Mais ça s'appliquera bien à toutes les informations. Pour les informations sur le Projectathon, on a juste stabilisé la date pour l'instant. Il y aura certainement une communication d'ici la fin de l'année avec le périmètre. Donc, je dirais plutôt à partir de mi-novembre, on aura quelques informations complémentaires à produire à ce niveau-là. Et enfin, sur les travaux
sur le cahier des charges MS Santé, dans la mesure où ça fait partie de la nécessité, des choses nécessaires à mettre en œuvre pour avoir le label MS Santé, a priori, c'est déjà opposable. Il n'est pas prévu pour l'instant d'inclusion dans le cadre d'interopérabilité. En tout cas, c'est pas stabilisé. C'est effectivement quelque chose qui a été évoqué la semaine dernière. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce niveau-là. Mais a priori, donc un cahier des charges MS Santé sera opposable à l'opérateur de toute façon pour qu'il ait son label MS Santé. Et la dernière question qui vient d'être là est pour Alain. Alors, je ne sais toujours pas si Alain m'entend, mais là, tu n'as plus ton micro. Ouais. Ça y est, je suis revenu. Apparemment, il y a un petit problème de mon côté. Excusez-moi si j'ai un peu perturbé la réponse de Manuel tout à l'heure. Et donc, ta dernière question est pour toi. Envisagez-vous un moyen simple de vérification de conformité d'un document pour une couche métier à mettre en place en production chez un client? La solution avec l'application test contenu CDA est bien en développement, mais trop complexe à mettre en œuvre chez un client. Oui. Alors, en fait, nous, les outils, moi, ce que je pense personnellement, c'est que ces outils, ils doivent surtout servir aux éditeurs dans la phase de développement. C'est-à-dire que ça doit vous aider à faire la recette de vos développements, mais une fois que vous avez validé votre développement, tous les documents que vous allez produire, tous les documents CDA que le logiciel qui a bien été testé et validé va produire, ils seront conformes puisque vous avez validé votre solution. Donc, vous n'avez pas besoin de revalider à chaque fois après, une fois que le logiciel est déployé sur le terrain chez vos professionnels de santé, vous n'avez pas besoin de revalider le contenu de ces documents puisqu'ils sont produits automatiquement par le logiciel qui a été validé en amont à l'issue de la phase de développement. Donc, cet outil, il n'est pas fait pour être déployé après sur les postes utilisateurs. Alors après, les éditeurs, ils développent les solutions qu'ils imaginent. C'est pas à nous de vous dire comment vous devez développer vos logiciels, mais en tout cas, ces outils-là ne sont pas faits pour être intégrés à la sortie du logiciel et vérifier tous les documents qui sont produits une fois que le logiciel est déployé chez un professionnel de santé. D'accord ? C'est en gros à peu près l'équivalent de ce qui serait fait pour le DMP. Le logiciel, il subit le contrôle de la DMP compatibilité et après, vous ne refaites pas tous ces contrôles à chaque fois que vous produisez un document. Donc voilà, ce sont des outils de validation et d'aide à la validation des logiciels en phase de développement, mais ce n'est pas des outils de contrôle de tous les documents produits en sortie des logiciels déployés. Manu, tu es d'accord avec ça? Oui. Donc, il reste encore quelques minutes pour poser vos questions, donc n'hésitez pas. Donc, je rappelle peut-être en attendant que s'il y a des nouvelles questions qui arrivent, si vous avez des questions tout au long de l'année, vous pouvez nous écrire à ci-sis@isanté.gouv.fr et bien sûr, on vous répond
rapidement. Une nouvelle question. Dans les années à venir, est-ce que toutes les données structurées passeront par des volets? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Par des documents CDA ou par d'autres flux? C'est ça la question? Vous pouvez répondre dans le chat. Parce que là, l'idée, en gros, c'est que l'idée, c'est de structurer de plus en plus les données pour éviter, pour remplacer les textes libres qui sont après difficilement exploitables par les SI. Donc, les données, elles doivent d'abord être structurées dans les logiciels et après, elles sont transférées d'un professionnel vers un autre. Alors aujourd'hui, par exemple, pour mettre en partage ces données dans le DMP, on les met dans des documents CDA et on poste ces documents dans le CDA, dans le DMP, ou alors on les envoie par messagerie sécurisée à un autre professionnel de santé. Mais donc, autrement, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question de Johan Poiron. Il est en train de taper dans le chat, certainement, pour... Alors, en attendant les précisions de Johan, je vais essayer de répondre à la question sur « Merci de nous éclairer davantage sur l'accès au PACS pour obtenir une image d'un patient qui téléconsulte sur une plateforme de télémédecine. » Justement, là, ça va vraiment être l'objet de l'étude d'urbanisation. Le principe sur un patient qui téléconsulte, c'est pour que le PS qui voit le patient en téléconsultation puisse accéder au cliché. A priori, le process serait le même. Après, il faut voir comment ça s'implémente en termes d'urbanisation entre mon espace santé, le DMP, la plateforme de télémédecine et le PACS, mais le process global serait que la plateforme récupère le pointeur, soit via le DMP, soit envoyé par le patient via mon espace santé. Là, le process n'est pas encore tout à fait stabilisé. Les cas d'usage ne sont pas encore tout à fait tous explorés. Et une fois que la plateforme récupère le pointeur, elle ferait une interrogation en DICOM Web vers ce système PACS, probablement pas directement sur le PACS, mais sur un boîtier devant qui va pouvoir récupérer cette interrogation, mettre en œuvre les droits d'accès qui conviennent et aller récupérer les clichés sur le PACS et les envoyer à la plateforme qui les a demandés. Après, comme je vous dis, c'est encore en cours d'étude, il y a beaucoup de choses qui restent à stabiliser. Alors, Johan a précisé, pour préciser ma question, en tant que producteur de contenu, allons-nous envoyer de l'information structurée en CDA ou en Fire? Oui, alors là, en fait, tout dépend du cas d'usage que l'on veut mettre en œuvre. Effectivement, pour le partage et l'échange de documents, on va aujourd'hui utiliser le CDA, parce que en particulier, c'est le format qui a été retenu pour alimenter le DMP. Puis en plus aussi, ça fait des années que l'on travaille sur le CDA, c'est pas pour le jeter tout d'un coup alors que ça commence à prendre. Donc pour ce qui concerne le document, aujourd'hui on va faire des données structurées au format CDA. Après, on travaille déjà sur l'élaboration d'autres services en Fire. Manuel en a parlé de quelques-uns qui sont déjà des volets qui sont déjà publiés.
Les constantes de l'ENS qui sont saisies sur l'IHM de l'ENS, derrière, elles seront en Fire aussi. Donc, en fait, CDA et Fire, c'est pas l'un à la place de l'autre. Enfin, d'ailleurs, c'est pas Fire à la place de CDA dans tous les cas. C'est pour tel cas d'usage, on va faire du CDA et pour tel cas d'usage, on va faire du Fire. Et ça, quand on ne sait pas au départ, parce qu'on serait dans un nouveau service et qu'on ne saurait pas trop quoi employer, à la fin de l'élaboration du modèle métier, on se pose la question. Il y a une étude du standard, des normes et standards à utiliser pour ce nouveau cas d'usage. Et dans ce cas-là, on prend celui qui est le plus adapté. Il n'y a pas d'a priori pour l'un ou pour l'autre. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, merci Manuel, merci Alain. Merci à tous. Et merci à tous pour votre participation. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous.